Tous. Donc, effectivement, je m'appelle Laurent Daubricourt. Donc, je suis initialement kinésithérapeute depuis 1998 et j'ai enchaîné directement avec des études en ostéopathie sur Paris. Et c'est important puisque à l'époque, le directeur de l'école d'ostéopathie, Patrick Guillaume, était lui-même posturologue et en fait, il nous a, dès nos études, mis face à la posturologie. Donc, en fait, dès le début de mes études en ostéo, j'ai fait déjà de la posturologie. Ensuite, j'ai fait beaucoup de formations diverses et variées en présentiel ou en distance, jusqu'à faire le diplôme interuniversitaire de posturologie, donc où j'ai été diplômé au niveau de la faculté de la Sorbonne. Euh, donc, beaucoup de formations, différents types de formations, et le but du jeu est pour moi, en fait, de faire une synthèse de toutes ces formations de ce que je fais directement au cabinet, et puis là, de vous présenter un peu ce qu'est la posturologie, quels sont les tests que l'on peut faire, et puis vous présenter un petit peu ce qui pourrait être fait par vous, par vous-même. Donc voilà, donc le but de ce séminaire, c'est ça, c'est de vous présenter un peu la posturologie, quelques grandes définitions, voir ce que l'on peut faire, à qui ça s'adresse, pourquoi, quand, comment, dans quel but, à quel type de patient, etc. Et aussi quand est-ce que, justement, ça ne sert à rien de faire de la posturologie avec certains patients. Donc voilà, pour commencer, deux petites images très connues, hein, donc le penseur de Rodin et l'homme de Vitruve au niveau de Léonard de Vinci. Donc, ce sont deux images, deux postures, deux équilibres avec des symétries et des asymétries. Une fois de plus, pendant toutes nos études, on nous a appris à observer le vivant, que vous soyez kiné, ostéopathe ou médecin ou autre, ou podologue ou quoi que ce soit, et d'observer tout ça par rapport à des normes. Nous sommes dans une médecine normative, donc on nous a appris à observer tout ça. Et donc, à partir de ces observations, on en déduit un certain équilibre et donc tout ce qui est en dehors de cet équilibre avec des pathologies potentielles. Donc, qu'est-ce que la posturologie? Donc, la posturologie, c'est l'étude de l'organisation géométrique et biomécanique des différents segments du corps dans l'espace. Donc, tout ça, ça va vous permettre de vérifier un petit peu ce qui se passe et d'organiser, de regarder comment les différents systèmes vont pouvoir travailler les uns avec les autres. Donc, la Gagé et Weber, en 95, ont donné une définition précise. La posturologie, donc, qui étudie les processus de régulation qui permettent la stabilisation d'un individu dans son environnement au cours de la station debout et du mouvement. Donc, c'est ce qui nous intéresse, c'est de voir un peu comment tout ça va se passer et est-ce que cette régulation sera bonne ou est-ce qu'il va y avoir des dysfonctions qui vont être liées à ça. Donc, la posturologie, c'est bien une méthode d'étude, d'accord? C'est du bilan. En fait, le but, c'est de rechercher des causes. La posturologie n'est donc pas une thérapie en tant que telle, mais la posturologie va faire partie justement de la thérapie. Euh, la posturologie pure, c'est faire des bilans pour essayer de trouver les causes. Donc tout le monde peut faire de la posturologie, que vous soyez médecin, kiné, ostéo, podologue ou autre. Chacun va devoir faire des tests pour essayer de trouver un peu quelles sont les dysfonctions chez son patient. Mais être posturologue en tant que tel, si vous vous limitez à faire des tests, il n'y a pas d'intérêt. Vous allez faire des tests, mais le but du jeu va essayer d'être quand même de traiter les patients derrière, de traiter et de les envoyer à la bonne personne, au bon professionnel qui va pouvoir vous aider dans cette thérapie avec votre patient. Alors, quelques petites infographies qui vous permettent de vérifier si un peu ce qui se passe. Donc, on voit ce que l'on fait très fréquemment, donc par rapport à une verticale, par rapport à un laser, et on va percevoir quelles sont les dysfonctions par rapport à des normes. Et donc, souvent, vous allez avoir des patients qui effectivement viennent vous voir, pourquoi est-ce que j'ai mal depuis tant d'années, etc. Ben donc, le but du jeu, c'est de leur expliquer qu'effectivement, ils ont des douleurs, ils ont des dysfonctions qui sont récurrentes parce que les différents systèmes entre eux ne fonctionnent pas. Donc, dans les différents systèmes, on va avoir des tas de choses qu'on va décrire après, des capteurs au niveau céphalique, on va avoir des soucis au niveau articulaire, au niveau musculaire, viscéral, on va avoir des choses sur la plombe de pied, etc. Et tout ça doit pouvoir travailler en équilibre et donner justement l'équilibre. Donc, nouvelle petite infographie. Alors là, on a beaucoup de matériel sur la vidéo de gauche. On a un laser, on a un positionneur, on a des verticales, avec avec des traits, pardon, des carrés, on a de l'ordinateur, etc. Bon, vous allez vous apercevoir que je vais vous expliquer justement que l'on peut faire de la posturologie avec ou sans matériel, avec les inconvénients de l'un ou de l'autre. Et sur l'infographie qui est sur la droite, on va faire quelques tests posturaux en fonction des zones.
On va avoir des choses qu'il va falloir tester pour vérifier la normalité et si tout ça fonctionne bien, correctement. Et on verra aussi qu'on peut avoir quelques blocages qui existent en dehors de tout ça. Alors, la posturologie, pour qui et pourquoi? Alors, vous avez plusieurs possibilités quand vous faites de la posturologie. Soit ce sont vos patients habituels, les patients que vous voyez dans vos consultations, et à un moment donné, vous vous posez la question parce que même si vous faites les bons tests, les bonnes thérapies, que vous les soignez correctement, que vous leur expliquez des tas de choses à faire au niveau exercice, alimentaire ou quoi que ce soit, bah, en fait, vous vous apercevez qu'ils ont toujours des dysfonctions qui sont récidivantes. Et parfois, le patient va même vous dire, bah oui, je viens vous voir, mais enfin, c'est toujours le même problème que d'habitude, quoi. Donc, vous me le réglez, puis bah, ça va mieux, puis là, ça revient. Bon, bah, ok. Donc, à un moment donné, soit vous continuez comme ça, soit vous essayez de vous poser la question du pourquoi est-ce que cette dysfonction revienne alors que potentiellement j'ai fait correctement mon travail. Et puis vous allez avoir aussi des patients venus d'ailleurs, qui une des premières choses vont dire, bah, écoutez, j'ai vu tout le monde, j'en ai marre, j'ai mal de partout, j'ai tout essayé, donc voilà, je viens vous voir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Donc voilà, ça va être à vous de vous intéresser déjà à ce qui était fait avant, et puis d'essayer de tester chez le patient qu'est-ce qui a pu passer inaperçu ou qu'est-ce qui peut gêner pour que ces douleurs soient en permanence là. Par contre, petit bémol, la posturologie ne traite en aucun cas les cas en aigu. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui a pris rendez-vous pour un bilan en posturologie demain à 8 heures et que vous le voyez arriver complètement plié en deux, ça sert strictement à rien de lui faire des tests et la posturologie à ce moment-là. Le but du jeu, c'est de le traiter, gérer son cas aigu, sa douleur actuelle, la faire passer, et puis le revoir dans 2 semaines, dans un mois, dans 2 mois, pour effectivement lui faire un vrai bilan. Mais l'urgence, c'est de traiter sa douleur. Ça ne sert strictement à rien de faire des tests de posturo ce jour-là, puisque de toute façon, il y aura des tas de compensations qui n'ont pas lieu d'être, donc vos tests seront faussés. Donc on ne traite pas de l'aigu en posturologie, on traite, nous, des pathologies chroniques. Alors, qu'est-ce que l'équilibre postural? Donc, c'est un principe qui est multifactoriel, qui va dépendre de l'intégrité de tout un système de récepteurs. Dans ces récepteurs, on a deux types principaux, donc ce qu'on appelle les exocapteurs et les endocapteurs. Les exocapteurs, donc principalement donc la peau, le système podal, on verra aussi qu'il a une petite composante d'endocapteur, le système oculaire, donc et visuel, donc les yeux, et l'appareil manducateur. Donc, quand on parle d'appareil manducateur, on parlera bien des dents, de l'ATM et de tout ce qui est lié à ça. En endocapteur, on va voir tout ce qui est système osseo-articulaire, le système capsulo-ligamentaire, le système viscéral et l'axe crânio-sacré, avec dans ce crâne sacrum aussi, on va englober l'œil qui va avoir donc un double système. Alors, petit aparté sur l'oreille interne. Quelques années en arrière, on considérait que l'oreille interne était quasiment le maître et le chef de la posture. En fait, il s'avère que ça n'est pas tout à fait ça. L'oreille interne va nous intéresser beaucoup en statique pour tout ce qui est les accélérations et par contre, enfin, va nous intéresser oui, pour tout ce qui est accélération, etc. Et on va l'utiliser beaucoup plus dans le mouvement. Donc l'oreille interne a perdu un peu son rôle prépondérant. Néanmoins, on va avoir des tests qui vont nous permettre de vérifier si ou pas il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc un petit schéma donc, qui reprend l'homme de Vitruve au départ avec les différents systèmes qui vont interagir les uns avec les autres. Donc c'est ce qui va être intéressant, c'est vraiment une interrelation des systèmes et des différents capteurs entre eux pour nous donner un équilibre. Alors, on va avoir différents capteurs neurosensoriels avec différentes entrées posturales. En fait, la posture va être liée à différentes informations qui vont arriver. Donc, on va diviser cette fois-ci en deux types de capteurs, les capteurs céphaliques et les capteurs de support. Les capteurs céphaliques, donc faciles, c'est les capteurs oculaires, avec notamment les muscles oculomoteurs, et ensuite donc tout ce qui est visuel avec la vision centrale et périphérique. Les capteurs mandibulaires qui vont faire partie d'un système avec la bouche, la déglutition, la ventilation. Et donc tout ce qui va nous intéresser, ça va être les dents, la position des dents en elles-mêmes, la position des unes par rapport aux autres, l'occlusion, comment elle va se faire. Donc quand on parle de l'occlusion, ça n'est pas que l'ATM, on a tendance à se focaliser absolument sur l'ATM, c'est très bien, mais les dents en elles-mêmes, c'est important, et tout ce qui va être autour, et notamment lié avec l'ossioïde. Et donc après les capteurs vestibulaires avec plus ou moins l'oreille interne. Les capteurs de support, donc c'est principalement les capteurs podaux. Il s'avère que nous marchons, donc fatalement on va avoir des informations qui vont être là.
Donc il va falloir vérifier un peu tout ce qui se passe là et quelles sont les informations données. Tout ce qui est capteurs articulaires et viscéraux avec la proprioception, la conscience de votre corps, comment ça va se passer, comment les segments sont les uns par rapport aux autres, et les capteurs cutanés que l'on a tendance à parfois à négliger, nous, parfois en tant que professionnels, mais aussi les patients qui, très souvent, oublient qu'ils ont été opérés à tel ou tel endroit et ils oublient qu'ils ont certaines cicatrices. Donc, parfois, effectivement, la cicatrice ne posera pas de problème, mais parfois, cette cicatrice sera réactogène et donc il faudra aller la traiter et vérifier un peu tout ça. Donc, tous ces capteurs vont pouvoir envoyer des informations au niveau du système nerveux central qui va donner au corps une image qui va être centrée, qui va être dans un référentiel gravitaire. Donc, on a les capteurs céphaliques, les capteurs de support, tout ça va envoyer des informations pour jusqu'à avoir un certain équilibre. Alors, il faut bien savoir que si tout se passe bien, bah, tant mieux, merci, on a pas mal et tout se passe bien. Maintenant, si les capteurs reçoivent ou après envoient et intègrent de mauvaises informations, bah, fatalement, le corps va devoir s'adapter autour de tout ça. Donc vous, ce qui va vous intéresser, c'est de voir est-ce que un capteur va donner une mauvaise information qui va modifier la posture par rapport à une norme. Et est-ce que je peux, moi, en fonction de ma profession, déjà tester ce capteur et éventuellement le traiter, ou si je ne sais pas moi le traiter, ben, envoyer chez un professionnel qui puisse tester aussi et traiter le capteur pour aider le patient. Comment faire la posturologie? Donc, c'est ce que je vous expliquais très vite tout à l'heure. Vous avez deux grandes possibilités. Une possibilité sans matériel et une avec matériel. Alors, quand on dit sans matériel, c'est forcément bah, c'est quelque chose de très simple, économique, reproductible, parce que c'est ce qui est important, c'est que les tests que l'on va faire sont des tests qui ont été validés scientifiquement, qui sont reproductibles inter- et intra-opérateurs. Ça a été plusieurs fois prouvé, il y a toutes des bibliographies qui nous parlent de ça. Donc, quand on vous fait la formation de posturologie, les tests que l'on vous montre sont des tests validés, d'accord? Ce ne sont pas des tests qui prêtent à l'interprétation, sinon ça ne sert à rien. Donc, simple, économique, mais malheureusement non quantifiable pour une action pluridisciplinaire. Euh, le but du jeu, comme je vous disais, nous sommes chacun différents professionnels avec des champs d'action. Moi, je suis ostéopathe, c'est pas moi qui vais m'amuser à faire une rééducation au niveau des yeux chez un patient. Je peux déterminer quel est le problème, voir si je dois envoyer chez un orthoptiste, un ophtalmo ou quelque chose, mais c'est pas à moi de faire la rééducation. Chacun son travail vis-à-vis de ça. Donc, sans matériel, on a ce qu'on appelle l'épreuve de posturodynamique qui a été décrite par Villeneuve et en même temps la posturostatique. Et après, vous avez donc des tests que l'on pouvait faire avec du matériel. Qui dit matériel, forcément, il y a un coût qui est forcément plus cher. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est quantifiable, c'est mesurable, c'est objectivable. On peut avoir des bilans chiffrés. Et donc, ça va nous permettre de partager ça avec d'autres professionnels et d'avoir des bilans voilà, qui ne prêtent pas éventuellement à l'interprétation. Donc là, on va faire des épreuves statiques avec tout un différent matériel. On va voir qu'il y a, pareil là, du matériel plus ou moins cher. On n'est pas obligé d'aller jusqu'aux plateformes de stabilométrie qui, elles, sont très chères. Vous verrez que simplement, déjà au départ, avec un laser, avec un positionneur et éventuellement avec un podoscope, on arrive déjà à faire beaucoup de choses. L'intérêt de tout ça, et j'insiste là-dessus, c'est que la posturologie va forcément vous obliger à travailler avec des confrères. Vous ne pouvez pas tout faire dans votre coin, c'est pas possible. Si vous arrivez à déterminer que les soucis de votre patient sont liés, par exemple, à ses pieds, et que donc de simples mobilisations articulaires ne suffisent pas pour résoudre le problème, mais que derrière, il va devoir y avoir la mise en place de semelles, bah forcément, il faut envoyer chez un podologue. Si vous avez une objectivation qui va se faire vis-à-vis de l'oreille interne, si vous n'êtes pas habilité à faire une rééducation à ce niveau-là, bah forcément, il va falloir envoyer chez un kiné qui fait la rééducation vestibulaire. Donc c'est pareil pour beaucoup de choses comme ça, pareil avec l'orthopsie. Que vous déterminiez qu'il y a un problème, c'est une chose, mais faire la rééducation, c'en est une autre. Et il faut absolument envoyer chez le professionnel concerné. Ce n'est pas à vous de dire des choses qui potentiellement peuvent être fausses dans leur éducation et qui vont provoquer des problèmes. Ça, après, derrière, c'est un souci, on va dire, d'assurance et médico-légal là-dedans. Donc, le but, c'est de travailler avec des confrères. Alors, petit bémol, si vous travaillez, enfin, petit bémol, oui et non, avec des confrères, c'est que euh, il faut forcément que chacun fasse les tests, les comprenne, et ça veut dire que chacun va pouvoir vérifier et valider le travail de l'autre.
c'est-à-dire vérifier les tests et puis vérifier si la rééducation porte ses fruits ou quoi que ce soit, ou si les semelles, entre guillemets, sont bien faites. On n'est pas là pour critiquer les choses, mais ça nous permet de savoir comment les autres travaillent et avec qui on travaille. Donc la posturologie, en fait, quand on va voir nos patients avec leurs différents problèmes, quand on va tester, ça va révéler les causes des signes cliniques de notre patient. Donc on a une symptomatologie donc, du syndrome de déficience posturale qui peut être très variée, qui peut être présente par des troubles musculo-squelettiques ou des troubles perceptifs ou des perturbations du schéma moteur. Donc ça, c'est ce que l'on a tous les jours dans le cabinet. On a des patients qui vont venir avec des cervicalgies, des céphalées, des lombalgies, hernies discales, etc. Des blessures sportives à répétition, ça c'est aussi une des choses que l'on voit assez souvent, avec soit des blessures ou une diminution des performances. Donc si vous avez des patients comme ça récidivants, ben, il va falloir vous poser des questions et vérifier un peu ce qui se passe. Au niveau des troubles perceptifs et cognitifs, ben, c'est typique des vertiges, des équilibres, des patients qui vous disent qu'ils font tout tomber, qu'ils sont maladroits, qu'ils ont deux pieds gauche, deux mains gauches, etc. Des patients qui vont être perturbés dans leur localisation spatiale, qui vont s'attraper tout le temps les manches dans des poignets, qui vont se cogner à tous les meubles, etc. Donc oui, ça peut faire rire, ça peut prêter en se disant, bah, tiens, il ne fait pas attention, mais ça peut être en fait le révélateur de quelque chose de plus profond, et donc il va falloir aller vérifier tout ça. Et au niveau du firmament moteur, c'est pareil, donc les dyspraxies, les troubles du contrôle de la position du corps dans l'espace, etc. Euh, on parle aussi donc de vérifier en posturologie pour des patients qui peuvent être atteints de différents symptômes 10. Donc ça va être intéressant de vérifier, mais attention, c'est pas parce qu'on fait de la posturologie que l'on va pouvoir régler tout ce qui est trouble 10, hein. Donc attention à ça. Alors, petite chose, nous sommes tous asymétriques, d'accord? Donc, on nous a tous appris dans nos études à nous déterminer par rapport à des verticales, des horizontales, etc. Mais nous sommes tous asymétriques. Et tout ça, nos asymétries sont en fait le résultat de notre constitution, de nos habitudes, de nos modes de vie, de sport, du travail que l'on fait, etc. Certains d'entre nous vont compenser parfaitement cette situation, ne vont présenter aucun trouble, d'autres au contraire ne vont pas y arriver et vont avoir mal. Et donc, c'est ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de trouver le pourquoi du comment. Et donc parfois, effectivement, on peut être bien et commencer à décompenser tout ça parce que le système ne va plus pouvoir gérer tout ça et les différents capteurs vont envoyer trop d'informations qui vont se perturber les unes par rapport aux autres. Donc vous allez avoir différents traumatismes avec des dysfonctions ostéo-articulaires, des troubles neurologiques, des séquelles de chirurgie, etc., qui vont pouvoir modifier votre perception de votre corps, vous par rapport à vous-même, vous dans l'espace, etc., et donc vous donner quelques troubles. Pour faire très simple, par rapport à l'imaginaire que l'on a par rapport aux descriptions et par rapport à la symétrie, environ seulement 10% de la population est dans ces normes. Donc ça pose un souci, puisque est-ce que la norme c'est bien sur les 10% ou est-ce qu'elle correspond aux 90 autres pourcents qui, eux, potentiellement ont mal? Ça, c'est une question à se poser. Donc, quand faire de la posturologie? Eh ben, tout simplement quand le patient se plaint de douleur ou quand il a des difficultés à tenir des positions debout parce il est en inconfort, il a un déséquilibre, etc. On va faire aussi de la posturologie quand on utilise des plateformes de stabilométrie et que les tracés que l'on va voir sont en dehors des normes. Je vous montrerai une petite infographie sur des normes que l'on a vis-à-vis de ça. On a en fait des projections du centre de pression au centre de gravité qui doivent être dans une certaine zone et quand c'est en dehors de ça, bon, on peut estimer qu'effectivement le patient n'arrive plus à se réguler. Surtout quand on fait de la posturologie, quand l'examen clinique que l'on a sur notre patient montre des asymétries de tonus postural, avec des douleurs, etc. Et on fait aussi de la posturologie quand on va pouvoir, nous, aller mobiliser, manipuler ces entrées posturales et que derrière, on sait que l'on va pouvoir avoir une modification de ces zones-là. Alors, juste petite chose, voilà un exemple d'une fiche sur une plateforme de stabilométrie. Donc ici, on a les deux pieds, le gauche et le droit, avec les projections en fait qui vont se faire sur le pied gauche et sur le pied droit des centres, les différentes pressions que l'on peut avoir à droite et à gauche, et les projections sur le centre de gravité, le centre des pressions, en fonction des conditions que l'on va donner, avec les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et en fait, on détermine ce qu'on appelle une ellipse de confiance dans laquelle théoriquement,
la projection doit pouvoir être. À partir du moment où cette projection est trop importante et où on sort de cette projection, c'est qu'il y a potentiellement des problèmes. Bon, là, il faut utiliser une plateforme de stabiométrie, on peut faire très bien sans ça. Là, c'était juste pour vous donner cet exemple. Donc, voici ce qu'on a appris pendant nos études. La posture statique normale équilibrée. Donc, lorsque l'on a une vision de face ou de dos de nos patients, on avait très bien une ligne verticale qui passait par le vertex, toutes les épineuses, le pli interfessier, équidistant des genoux, équidistant des talons, des malléoles, etc. Sur le bord latéral, donc on passe par le tracus auditif, l'acromion, le grand trochanter, le genou, et on arrive au niveau en avant de la malléole latérale. Et théoriquement, le centre de gravité ou centre de pression doit être pile centré entre les deux pieds. Donc ça, c'est de la théorie, ça, c'est de la norme, mais néanmoins, on va devoir partir de cette norme pour essayer de trouver ce qui se passe à côté. Et à partir de ça, on va pouvoir déterminer quelles sont les dysfonctions de notre patient. Alors, on va faire donc différentes observations. Pour ça, à minimum, il va vous falloir, regarder le patient et avec potentiellement soit un laser, soit un fil à plomb. De ces observations ont été définies différentes postures chez les patients. Donc ici, chez le patient, la figure numéro A, c'est la position dite normale. Donc avec un patient où on va avoir des alignements avec des flèches et des courbures qui sont comment dirais-je, normées et avec qui ne sont pas pathologiques. Ça, c'est ce vers quoi il faudrait théoriquement tendre. Et à partir de là, on va pouvoir observer différentes variations chez différents patients. Chez ce patient ici, on s'aperçoit que certes, la postériorité c'est aligné, donc comme ici en avant, mais par contre, on va avoir une exagération des courbures. Donc c'est un patient qui va être aligné, mais avec une flèche cervicale et une flèche lombaire qui vont être plus élevées. Chez le patient qui est ici, on va voir que le seul point le point qui est le plus postérieur, c'est son plan scapulaire, et que donc il va être très en avant au niveau de sa flèche lombaire, et lui, on va l'appeler plan scapulaire postérieur. Au contraire, celui-ci, il est très en avant, d'accord, et lui, il aura un plan scapulaire antérieur. Donc en fait, tout ça va nous donner des indications sur comment notre patient en statique se comporte, et derrière, ces positions vont induire des dysfonctions et vont induire potentiellement des douleurs. Ça va avoir des influences sur les hanches, ça va avoir des influences sur le système vertébral, et donc des influences, pareil, sur les autres articulations, genoux, chevilles, sur les cervicales, sur l'arthrose, etc. Et le dernier type ici, donc ça, c'est une diminution totale des flèches. En fait, c'est un effacement total des courbes. Donc voici différents patients, donc on va pouvoir déterminer et voir un peu comment ils sont. Comment est-ce que l'on fait ça? Eh ben, on va utiliser par exemple donc un fil à plomb. Le patient va être debout dans une position de confort. Alors là, c'est écrit non systématisé. Quand on parle d'une position non systématisée, c'est le patient qui va être ici comme dans la première photo, avec les pieds simplement au sol sans autre chose. Bon, inconvénient de ça, c'est que si la position n'est pas systématisée, vous ne pouvez pas la comparer d'une séance à l'autre ou d'un patient à l'autre. Donc, pour pallier ça, on va pouvoir utiliser un positionneur, d'accord, où là, le patient va être mis dans une position particulière avec un écartement des pieds qui sera toujours la même chose, avec une angulation qui sera toujours la même. À partir du moment où le patient est toujours dans la même position, on va pouvoir le comparer, lui, par rapport à lui-même et lui par rapport à d'autres patients. Mais le système revient exactement à la même chose. Donc nous, en tant que praticien, on va être derrière le patient, on va venir latéralement et on va approcher un fil à plomb de lui. Et dès que le fil à plomb va toucher une partie du corps, on va pouvoir déterminer à partir de ce moment-là quelle est la norme par rapport aux flèches occipitales, cervicales et lombaires. Et est-ce que notre patient est dans le type dit A normal ou est-ce qu'il est en plan scapulaire antérieur, postérieur, est-ce qu'il est une hyperlordose ou est-ce qu'au contraire il a des effacements de courbes. Petite chose, donc là on le regarde de dos et on regarde dans un plan sagittal avant-arrière. Par contre, dans un plan frontal, la norme voudrait que les ceintures scapulaires et ceintures pelviennes soient parallèles. On en reparlera peut-être un peu par la suite. C'est ce qui va nous permettre aussi de déterminer quelles sont les dysfonctions et d'où elles viennent. Alors, petite chose sur la verticale de Barré. Donc ça va faire exactement la même chose, sauf que là, avant, on l'a utilisé avec un fil à plomb.
Le fil à plomb, c'est bien, mais vous n'avez pas beaucoup de recul. Donc, on peut utiliser soit un fil à plomb qui va être mis sur un support, qui va vous aider, soit on peut utiliser un laser. Alors, la verticale de Barré, vous avez dû tous en entendre parler pendant vos études, sans trop savoir qui était forcément ce Barré. Donc, Barré en question, c'est un médecin qui, à la base, est un médecin orthopédiste et donc il s'occupait des scolioses. Donc, lui, ce qui l'intéressait, c'était pas du tout la posturologie, c'était vraiment l'étude des scolioses et ce qui lui permettait, lui, il voulait savoir comment est-ce qu'un patient était entre la première fois il le voyait, la deuxième fois, troisième fois, etc. Et donc, en fait, il a fait quoi? Ben, il a installé des empreintes au sol sur lesquelles le patient venait mettre ses pieds. Il a mis un grand quadrillage en face de lui avec plus après un fil et pour vérifier comment il était. Et donc, il faisait des mesures, ce qui lui permettait de voir un peu comment évoluait la scoliose. En 1985, la verticale de Barret donc, a été utilisée différemment par le docteur Gaget et par Patrick Guillaume, donc le fameux directeur de l'école d'ostéo-GT, et qui en fait, on va adapter ça dans la posturologie. Et actuellement, vous avez ici ce système sur le côté droit, là, certains chiropracteurs ont ça. C'est-à-dire que quand ils vous font leur bilan en chiropraxie, ils ont une plateforme en bas, ils ont un laser ou un fil à plomb, ils ont un système en phase 2 avec un miroir et qui leur permet un peu de mesurer les déviations de leurs patients. Donc c'est exactement la même chose, cette verticale de Barré, c'est le principe aussi du fil à plomb. Et donc tout ça va nous donner une classification pour voir comment sont nos patients et qui va nous permettre de savoir si les problèmes viennent du bas, du haut, etc. Alors, ce test à la verticale de Barré au test laser va nécessiter forcément d'avoir un positionneur, puisqu'il nous faut absolument que le patient soit dans une position normée, donc toujours la même, pour qu'il puisse être comparé par rapport à lui-même d'une séance à l'autre et que ce patient puisse le comparer par rapport à l'autre. Donc c'est vraiment un test excessivement important en posturologie et c'est vraiment l'examen de base. Voilà. Alors, comment est-ce que l'on fait ça? Donc, ça ressemble un petit peu à ce que l'on avait avant. Donc, ici, on a un patient qui est sur un positionneur. Donc, il en existe différents types de positionneurs. Le positionneur que l'on voit ici, c'est celui qui est vendu par PosturoKit. C'est ce que moi, j'utilise au cabinet. Euh, donc, le positionneur, vous allez avoir un écart au niveau des talons, qui sera toujours le même, et une orientation, une angulation au niveau des pieds qui a été déterminée. Alors, tout ça n'a pas été fait au hasard. Il y a eu pareil des tas d'études qui ont été faites pour arriver à des choses correctes et qui soient toujours les mêmes. On va donc utiliser un laser, parce que le laser, au moins, lui, on sait qu'il va être droit. Ce sont des lasers autocentrés et il n'y a pas de problème. Le laser, en fait, on va venir le centrer par rapport au positionneur et donc on va pouvoir étudier le patient par rapport à ça. Donc on va pouvoir faire un examen de dos, on va pouvoir faire un examen latéral et on va pouvoir en plus faire ce qu'on appelle un test de rotation nucale, c'est-à-dire qu'on va demander au patient de tourner la tête à droite et à gauche pour voir un petit peu ce qui se passe. Première chose forcément à savoir, c'est que tout ce qui est normal se situe sur la ligne, d'accord? Tout ce qui va être en dehors de la ligne est considéré comme n'étant pas normal. Donc ça ressemble à quoi chez un patient? Donc voici une patiente, donc qui est, bon, j'ai coupé volontairement un peu les photos, donc elle est sur un positionneur. On voit donc le laser. Ici, j'ai fait des petits traits pour voir un peu après avec les rotations comment ça se passait. Donc tout ce qui est sur la ligne est normal et tout ce qui est en dehors de la ligne ne l'est pas. Là, quand on lui fait faire une rotation à droite de la tête, théoriquement, toutes les épineuses doivent partir sur le côté gauche. Donc quand ça part sur le côté gauche, ici on voit que ça a bougé, c'est logique. Quand par contre ici elle fait une rotation gauche, les épineuses devraient partir à droite. Bah, ici ça se passe bien et ici ça ne se passe pas bien. Donc forcément il y a un blocage sur cette zone articulaire. Donc déjà rien qu'en faisant ça, ça va nous permettre de voir où il peut y avoir des blocages articulaires chez le patient. De tout ça, ça va nous donner des types et oui, des types de dysfonctions chez les patients et ça va nous permettre de déterminer d'où viennent potentiellement les problèmes pour faire d'autres tests derrière. Donc pour faire simple, on répète, tout ce qui est sur la ligne est normal. Donc si j'ai un patient qui est comme ceci, avec les différentes sphères, donc les sphères dont on parle, c'est la sphère crânienne, la sphère thoracique, la sphère coxofémorale et les membres inférieurs. Si les parties hautes ici sont bien centrées sur le laser et que les parties inférieures ne sont pas bien centrées, c'est qu'en fait le problème vient du bas. Donc on aura une chaîne ascendante.
Si à l'inverse, le bas est centré et que le haut est décalé, c'est que le problème vient du haut, on aura une chaîne descendante. Si tout est décalé à droite et à gauche, ben, c'est qu'on va avoir une chaîne croisée, donc on va avoir des problèmes qui viennent et du haut et du bas, et au contraire, on peut avoir tout décalé d'un côté, et ben là on peut avoir soit une chaîne mixte, soit un problème viscéral ou autre chose. Donc, ce qui veut dire que rien qu'avec ça, rien qu'avec de l'observation par rapport à un laser sur un patient mis sur un positionneur, vous pouvez déjà déterminer, en plus éventuellement, enfin en plus des signes cliniques et des douleurs de votre patient, d'où vient son problème. Ça ne vous dit pas encore ce qu'il se passe complètement, mais ça va vous permettre de comprendre déjà beaucoup de choses. Et donc, entre ces différentes sphères, eh ben, c'est là où en plus on a nos petits diaphragmes, donc le diaphragme pelvien, le diaphragme thoraco-abdominal, l'orifice supérieur du thorax et les diaphragmes crâniens, tout ce qui est membrane, etc. Donc, ça va vous permettre de voir vers quelle zone déjà aller travailler. Donc, je vais vous décrire rapidement comment sont ces chaînes, pardon, ces chaînes de dysfonction. Donc ici, dans une chaîne montante, on voit bien, donc si c'est une chaîne montante, ça veut dire que le problème vient du bas. On voit bien ici que les parties hautes sont alignées, que les parties basses ne le sont pas. Donc quand vous allez avoir votre patient dans cette position-là, avec le laser, tout ce qui est dessus, je répète, est normal. Si en bas, ça n'est pas aligné avec le laser, qu'il y a une déviation à droite ou à gauche, vous pouvez déjà en déduire que le problème serait vers le bas. Alors, quand on dit vers le bas, pour le moment, vous ne savez pas où il en est. Soit ça va être le pied, le genou, le membre inférieur, le bassin, la zone lombaire, ça peut être le coccyx, ça peut être la fibula, etc. Ce sera à vous d'aller vérifier. Mais déjà, vous savez que vous allez devoir, sans oublier le reste, aller vous focaliser bien là-dessus. Sur une chaîne descendante, eh ben, c'est l'inverse. Toute la partie basse est centrée et par contre, la partie haute ne l'est pas. Donc la partie haute, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est d'aller voir ce qui se passe au niveau du capteur oculaire, du capteur bon, du capteur, donc les dents, l'ATM, et après tout ce qui est mécanisme crânien, voir tout ce qui est cervical, voir tout ce qui est charnière C7, T1, la première côte et les thoraciques hautes. Donc vous savez que vous devrez aller voir cette zone-là. Ici, on a donc une chaîne mixte, donc on voit que là, rien n'est aligné. On va avoir des choses en haut qui vont être décalées sur le côté droit et en bas des choses qui vont être décalées sur le côté gauche. Donc en gros, la tête va être décalée d'un côté et le bassin va être décalé de l'autre. Et bien en fait, vous avez des choses qui vont venir du bas et du haut. Donc là, entre guillemets, pas de chance. C'est que vous allez devoir aller tester les capteurs céphaliques et les capteurs de support. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Ici, on a un patient qui, lui, semble être aligné, enfin qui est aligné vis-à-vis du laser. Les repères ne sont pas déviés, mais en fait, ce patient, là, donc on ne le voit pas dans ce plan-là, il va avoir des déviations en rotation. Il va avoir des ceintures scapulaires et des ceintures pelviennes qui peuvent être en rotation soit homolatérale, soit contralatérale. Et bien en fait, quand vous avez ça, il va falloir aller tester et vérifier s'il n'y a pas un problème cutané, donc un problème de peau, un problème de cicatrice, etc., ou s'il n'y a pas un problème viscéral en dessous qui viendrait faire des tractions et gêner un peu tout ça. Et enfin, une dernière, c'est donc cette fois-ci le patient qui lui est totalement latéralisé d'un côté. Donc là, on voit la patiente qui est sur son positionneur, le laser, et on voit que tout est décalé d'un côté. Donc ici, en l'occurrence du côté droit. Et bien là, quand vous avez des choses latéralisées comme ça, il va falloir que vous pensiez à des dysfonctions crâne-sacrum, donc on va dire plus ou moins whiplash, etc., ou des traumatismes, ou alors tout ce qui est sphère émotionnelle. Donc, prudence toujours avec ça. Vous n'allez pas trouver ça comme ça tout de suite. Il va falloir aller discuter avec le patient et vérifier un peu ce qui se passe. Et avant de penser à tout ce qui est émotionnel, si vous ne maîtrisez pas ça, vous devez d'abord vérifier tout le reste. Alors, une fois que vous avez fait vos tests comme ça, donc je répète, c'est l'examen de base, l'observation donc avec ce laser, avec un patient qui va être mis donc, sur un positionneur. Ça va vous déterminer donc si votre patient, en gros, a un problème qui vient du bas ou qui vient du haut. Si vous estimez que le problème vient du bas, donc il y a potentiellement des soucis au niveau des pieds et des membres inférieurs, eh bien, on va devoir mettre le patient sur un podoscope. À quoi va nous servir le podoscope? Ben, c'est tout simplement pour vérifier les empreintes des pieds. Euh, alors, il y a différentes façons de voir les empreintes. On peut le faire avec de l'encre, on peut le faire avec des plateformes de stabilométrie. Le podoscope est quelque chose d'excessivement simple. Parce que le patient, on va pouvoir le regarder aussi, on va lui montrer, c'est du direct.
Et vous allez pouvoir faire une photo pour mettre ça dans le dossier derrière. Là, ce qui nous intéresse, c'est de voir est-ce que les empreintes, pour faire simple, sont symétriques ou pas. Donc, est-ce qu'elles sont ES, empreintes symétriques, ou est-ce qu'elles sont EA, empreintes asymétriques. Donc, tout ce qui est symétrique, bah, déjà, c'est bien. Ça veut dire que les appuis seront identiques. À partir du moment où il y a une asymétrie, c'est que donc potentiellement, il y a un problème. Et donc là, bah, c'est ce qui va nous permettre après de déterminer est-ce que je dois aller faire des mobilisations ostéo-articulaires, est-ce qu'on doit engendrer une rééducation proprioceptive musculaire ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'on doit faire mettre des semelles au patient. Et on va faire deux choses, c'est-à-dire qu'on va observer les empreintes, mais on va aussi observer en bipodal et en unipodal la ligne des calcanéums par rapport aussi au tendon d'Achille. Est-ce que c'est dans l'axe ou est-ce qu'il y a un valgus ou un varus? Ça va nous permettre de vérifier est-ce qu'il y a des pieds plats, des pieds creux, etc. Donc on parle d'empreintes symétriques ou asymétriques et après on regarde les pieds creux, plats et après tout ce qui est valgus, varus. Euh, Tout ça, on ne l'invente pas, les podologues connaissent bien. Le docteur Bourdiol a en fait déterminé différentes classes au niveau des pieds avec différentes implications sur derrière le tendon, les calcanéus et les membres inférieurs. Donc le docteur Bourdiol était donc médecin neurologue, il faisait aussi de l'ostéopathie, de l'homéo, de l'acupuncture, et en fait il s'est intéressé beaucoup justement aux pieds et aux empreintes, et c'est lui qui a fait aussi beaucoup de semelles dites proprioceptives avec des tout petits éléments, parce qu'en fait il s'est aperçu que dès que les éléments dépassaient 3 millimètres, en fait, il n'envoyait plus d'informations. Donc là, on parle bien de semelles proprioceptives, d'accord? Euh, pas les semelles qui vont aller corriger des gros varus, valgus, etc. Hein. Là, on parle de proprioception. Donc, cette infographie, ici, cette petite plaquette, pardon, vous pouvez trouver ça sur Internet ou sur PostHeroKit, ça vous donne des classifications, etc. Une fois qu'on aura fait ça, on va essayer de voir un peu euh, mettre le patient sur un plateau mousse. Alors, quand on pose le patient sur un plateau mousse, qu'est-ce qui se passe? La mousse, en fait, va faire que le patient va augmenter son déséquilibre. Et donc, si on augmente le déséquilibre, on va chanter, en fait, les afférences plantaires. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire d'autres tests pour voir si les problèmes viennent du haut et de où ils viennent. Est-ce que ça vient des yeux? Est-ce que ça vient de l'ATM? Ou est-ce que ça vient du système vestibulaire? Donc le patient va être placé sur une plaque de mousse qui va brouiller les afférences podales. Alors, autre possibilité, si on ne veut pas acheter une mousse, il suffit de mettre le patient en position assise. C'est un tout petit peu moins précis, mais on peut arriver à faire la même chose. Donc le diagnostic postural, on va faire en fait comme si on faisait un test de flexion debout avec le patient, et en fait on va faire varier les informations, c'est-à-dire avec soit les yeux ouverts ou la bouche fermée, pour vérifier si le problème vient au niveau des yeux ou de la mâchoire ou autre. Puisqu'on parle aussi des choses basses, on va être obligé à un moment donné de s'intéresser aux dents. Donc, sans être dentiste, euh, vous devez savoir que la position des dents va influencer directement la statique. Donc, pour ça, on va utiliser la classification qui a été faite par un médecin anglais, donc la classe d'angle, qui va nous déterminer comment sont les arcades dentaires les unes par rapport aux autres et en fait, à chaque type de classe d'angle va correspondre un type postural. C'est-à-dire que ici, dans la classe 1 qui est normale, on s'aperçoit que ça correspond à notre patient normocentré dont on parlait tout à l'heure. Quand au contraire, ici, on est sur une classe 2, on s'aperçoit que le patient est vers l'avant, donc sur un type scapulaire antérieur, et au contraire, ici, on est sur un type scapulaire postérieur. Ça veut dire que rien qu'en regardant déjà les dents de votre patient, et la position des dents les unes par rapport aux autres. Là, on parle simplement pour le moment de l'avancée ou du recul mandibulaire. Là, c'est vraiment dans un plan antéro-postérieur et non pas encore en latéralité. Ça va vous permettre de corréler les plans scapulaires antérieurs et postérieurs. Donc ça va être intéressant parce que ça va vous donner des idées sur, pareil, les douleurs que votre patient peut avoir. Quand on parle des dents, on parle des dents et de l'ATM. Donc ici, vous avez différents panoramiques dentaires avec donc des appareils dentaires ou pas, dites les dents de lait ou pas. Bon, il est évident que quand vous allez avoir un patient comme celui-ci, à qui il manque des dents, ça va poser un problème. Pourquoi? Parce que la nature ayant horreur du vide, si votre patient a des trous comme ça,
Qu'est-ce qui va se passer? Ben, la langue va aller se mettre là-dedans. Or, si par exemple la langue vient ici sur le côté droit de votre patient, vous imaginez bien que tout le système musculaire va être plus tendu sur le côté droit. Donc, fatalement, ça va avoir des incidences au niveau de ses cervicales. Donc, à un moment donné, fatalement, il va falloir pouvoir corriger ça. Sinon, vous avez beau faire ce que vous voulez au niveau mobilisation ostéo-articulaire, musculaire ou autre, ben, il y aura toujours des douleurs qui vont revenir. Donc, je répète, sans être dentiste, vous, à un moment donné, quand vous allez déterminer quelle est la cause donc descendante de la chaîne de dysfonction de votre patient, il va falloir aller vérifier comment sont les dents, et est-ce qu'il y a une symétrie ou pas, est-ce qu'il manque des dents, comment se fait l'occlusion, et puis derrière, envoyer chez un dentiste ou pas. Alors, ce qui pose d'ailleurs des problèmes ces temps-ci, avec toutes les fameuses gouttières que l'on peut trouver un peu partout sur Internet. Quand les gouttières sont faites par des dentistes, ça va. Quand c'est fait sur Internet, on ne sait trop comment, ça peut poser des problèmes. Et derrière, ça crée des douleurs en plus. Et derrière, malheureusement, les dentistes doivent parfois récupérer tout ça de façon compliquée et ça coûte beaucoup plus cher aux patients. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat de ça, mais malheureusement, à un moment donné, si votre patient doit faire des soins dentaires, ben, il va falloir qu'il aille voir un dentiste ou un orthodontiste avec malheureusement des coûts associés qui peuvent être importants. Au niveau cutané, bah c'est pareil. La peau étant donc un des capteurs qui va envoyer beaucoup d'informations, et ça va pouvoir donner des troubles posturaux. Donc pour ça, on va avoir nous différents tests qui vont pouvoir nous donner des indications. Donc le test de rotation nucale, donc celui que l'on voyait tout à l'heure, va nous intéresser et pour voir les rotations articulaires, voir s'il y a des blocages ostéo-articulaires. Et sinon, quand vous avez un patient qui est parfaitement aligné et qui vous le faites faire une rotation nucale, soit il a un blocage ostéo-articulaire, soit ça va être lié à une cicatrice. Donc il va falloir aller vérifier et tester la cicatrice. Pareil, on peut le faire soit debout avec la rotation nucale, soit sur un test de convergence podale. En gros, le patient va être allongé sur le dos, on va lui prendre les jambes et on va faire des tests de rotation médiale latérale pour vérifier la tonicité. Vous devez vérifier la peau de votre patient. Donc, dans nos professions, on fait déshabiller les patients. Voilà, c'est une des raisons, c'est d'aller vérifier ce qui se passe. La peau va envoyer des tas d'informations. Il va falloir aller tester la cicatrice. Et soit la cicatrice est réactogène et à ce moment-là, il va falloir la traiter, soit elle n'influence pas la posture et à ce moment-là, on la laisse en paix. Si maintenant on doit tester, on doit traiter la cicatrice, ce sera à voir comment l'on fait, soit effectivement avec des kinés, avec différentes techniques manuelles d'étirement, du laser, tout ce que vous voulez, etc. Ou après avec des injections, avec des médecins. Là, il faudra faire des injections de procaïne pour venir faire des anesthésies un peu de ces cicatrices. Je répète ce que je vous disais tout à l'heure, malheureusement, beaucoup de patients oublient qu'ils ont des cicatrices. Certains patients oublient qu'on leur a fait une extraction d'un névus, d'un grain de beauté dans le dos, voilà, et ils ne pensent pas que cette cicatrice peut être problématique. Ils oublient, certaines patientes oublient limite qu'elles ont eu une césarienne. Voilà, donc ça paraît bête, mais c'est important à un moment d'aller tester les cicatrices. Parce que les cicatrices, il y en a de tout type. Donc, on a des cicatrices de grosse chirurgie, on a des cicatrices de séquelles de maladie, tout ce qui est cellulio, etc. Donc, il faut aller vérifier tout ça et aller tester. Et puis, ben, on est confronté à un nouveau, j'allais dire problème, mais non, pas forcément, un nouveau phénomène. Ben voilà, c'est que dire et que penser de tout ce qui est piercing et tatouage. Alors, autant le piercing, c'est relativement à faire enlever, facile à faire enlever si vous avez un doute, autant le tatouage, on ne peut pas le faire enlever. On peut le faire, entre guillemets, disparaître de la surface, mais bah, vous savez que si on vient faire un détatouage, bah, et l'encre, elle est toujours en profondeur et ça pose des soucis. Donc voilà, ça, c'est un problème et on n'a pas forcément de solution vis-à-vis de ça. Donc voilà, à voir avec les patients comment on peut gérer tout ça. Ceci dit, voilà, quand on a des piercings un peu comme ceci sur la langue ou que ce soit, si votre patient vient se plaindre de douleurs cervicales, de problèmes de déglutition, etc., bon, c'est pas complètement anodin et il y a de fortes chances que ce soit en lien. Bon, quand on a ici des implants subcutanés, c'est plus compliqué à faire enlever. Et quand on est, voilà, comme ce monsieur en bas à gauche, c'est pareil, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, je pense pas qu'il vienne voir un posturologue, donc on n'a pas de problème avec ça. Vis-à-vis des yeux maintenant.
Donc, les yeux, donc on va avoir six muscles ocumoteurs à droite et à gauche, et bon, on va nous devoir tester un peu la mécanique et la biomécanique de ces muscles, et de voir si le système des yeux va bien dans tous les sens. En gros, si mon patient arrive à bouger son œil dans toutes les directions de l'espace, et s'il arrive à loucher. On va le voir par la suite avec des tests de convergence. Euh, donc ici, vous avez les différents muscles avec les différentes orientations qu'ils vont faire au niveau de l'œil. Donc ça va être à vous de tester. Avec une petite pointe, on va demander au patient de suivre les mouvements de cette pointe pour vérifier si les muscles et si l'œil va bien dans la bonne direction. À partir du moment où l'œil n'arrive pas à aller dans la direction où il devrait aller, eh ben, c'est que potentiellement on va avoir un problème musculaire à ce niveau-là, donc que l'on pourra traiter. Alors, que l'on pourra traiter, oui, par des mobilisations crâniennes, ostéo-articulaires, etc., mais aussi principalement avec la rééducation, donc avec un orthoptiste. Donc ça, ce sera, vous, votre rôle sera de tester la zone, de dire que potentiellement à votre patient qu'il a un souci au niveau de sa musculation, au niveau de ses yeux, et que donc en gros, il doit faire la kiné des yeux, pour faire simple. On va faire un test de l'œil directeur, donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire pour tout le monde. Même pour vous, en tant que praticien, vous devez pouvoir déterminer quel est votre œil majeur, quel est votre œil directeur. Est-ce que c'est l'œil droit ou est-ce que c'est votre œil gauche? Pourquoi? Parce que vous, en tant que praticien, si c'est votre œil droit qui est directeur, il va falloir que ce soit lui qui soit toujours centré quand vous faites vos tests. Si vous mettez du mauvais côté, fatalement, vous risquez de trouver des dysfonctions chez votre patient qui n'existent pas. Et si ce patient-là, vous le comparez avec un autre praticien qui, lui, est du bon côté, du bon œil, bah, fatalement, vous n'avez pas trouvé les bonnes choses. Donc ça, c'est relativement facile à faire. Il y a différentes techniques, mais voilà, ça, c'est pas très grave. Le test de convergence oculaire, donc tout à l'heure, je vous disais, on faisait bouger le crayon dans l'espace et on demandait au patient de suivre pour voir les différents muscles. Là, on va faire un terme de convergence. Donc, en gros, on va faire loucher le patient. Donc, on va approcher un objet des yeux du patient, alors soit vers la pointe du nez ou vers la racine du nez, il y a différentes techniques. Et il faut savoir que tout ce qui n'est pas bilatéral, tout ce qui n'est pas symétrique est anormal. Donc, lorsque le patient, je veux lui approcher le stylo vers ses yeux, les deux yeux doivent pouvoir converger, doivent pouvoir loucher en même temps. Et là, tout ce qui n'est pas soit convergence bilatérale ou divergence bilatérale est anormal. Donc, soit on peut avoir un problème sur les deux yeux, ou on peut en avoir qu'un seul. Donc ce sera à vous de voir. Une fois de plus, le but pour vous sera de tester ce capteur. S'il y a une dysfonction et qu'il n'y a donc pas de symétrie, c'est que le capteur va donner de mauvaises informations qu'il faudra rééduquer ce capteur. Donc là, il va falloir faire des tests derrière et envoyer chez l'orthopédiste. Donc, on a les tests de poursuite, on a les tests de convergence et on a d'autres tests qui sont le cover test. On va masquer un œil et on va regarder quand on va démasquer l'œil comment celui-ci bouge. Et après, on va donc avec différents noms de symptômes de pathologie qui vont être liés. Donc, quand on fait la formation, je vous donne les noms, on vous donne les noms, mais quelque part, oui et non, c'est pas trop votre problème. Vous, le but du jeu, c'est de savoir que oui, il y a une asymétrie, que derrière, il faut une rééducation. Après, si vous voulez aller plus loin, savoir quelle est cette asymétrie et la noter, oui, c'est pas un problème. Mais vous, le but du jeu, c'est ça n'est pas symétrique, donc il faut une rééducation, donc j'envoie chez quelqu'un. Ça, c'est la base de tout. Et donc après, on a aussi le test de Maddox qui va nous donner les mêmes informations pour voir un peu ce qui se passe. Quelques exemples de patients. Donc, vous voyez, le patient donc ici est mis sur un positionneur, le laser. Et donc là, on voit qu'on a une latéralisation de mon patient. Donc là, on a ce qu'on appelle une chaîne donc direct latérale ou classe 3 avec des empreintes qui sont asymétriques. Donc là, c'est la même patiente. Donc hop, on lui a fait les tests ici. Ensuite, on l'a mise sur le podoscope et on voit clairement qu'entre son pied droit et son pied gauche, il y a une différence. Donc à partir du moment où on a ça, très certainement, cette patiente, on va devoir lui faire un bilan podologique pour mettre des semelles. Cette fois-ci, une chaîne latérale, donc directe comme celle d'avant. Donc hop, elle est latéralisée pareil de nouveau sur la droite, mais vous voyez que là, quand je la pose sur le podoscope, les empreintes sont assez symétriques. Alors,
On n'est pas à 1 millimètre près, d'accord? Donc, s'il y a une toute petite différence, c'est pas très grave. Mais entre celle-ci, entre ces empreintes-là, ou qui sont asymétriques, avec ici, voir une petite zone qui n'est pas bonne, et puis celles-ci qui sont déjà plus symétriques, effectivement, il y a une petite différence. Donc là, en fait, le traitement sera différent, puisque comme les empreintes sont symétriques, on va se dire que le problème n'est pas complètement du bas, ou en tout cas, il n'est pas forcément au niveau des pieds. Donc, il sera peut-être au niveau du genou, au niveau du bassin. On va faire d'autres tests pour ça. Donc là, une autre patiente, cette fois-ci, on s'aperçoit que la partie haute est alignée et par contre que la partie basse est décalée. Donc si la partie haute est alignée, c'est donc normal. Si la partie basse est décalée, c'est donc qu'on aurait une chaîne montante. Et donc si c'est une chaîne montante, ça peut donc venir du pied, du membrane, du bassin, etc. Donc on la met sur le podoscope pour savoir, et hop, là les empreintes sont pareilles, relativement symétriques. Donc ça veut dire que le souci ne viendrait pas du pied, il viendrait très certainement d'ailleurs. Donc il s'avère que cette patiente, bah oui, en fait, elle a eu opération de ligament croisé, elle a une prothèse de hanche à droite, elle a un resurfaçage à gauche et elle a trois hernies discales au niveau lombaire. Donc fatalement, toute cette zone-là, et principalement son côté droit, n'est pas en forme. Donc bah, oui, fatalement, ça lui crée des petites tensions musculaires. Et elle a mal, fatalement. Un autre patient, donc ici, lui, on le voyait, alors, il y a un tout petit détail au moment où j'ai pris la photo, mais il est relativement aligné. Par contre, il a un système de torsion entre la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne. Donc, lui, il est sur une classe 8, torsion. On le met sur le podoscope, il a des empreintes asymétriques, donc là, des belles empreintes asymétriques. On va lui faire des tests en plus en appui unipodal pour voir un peu ce que ça donne, et avec les valgisations au niveau du tendon de quelqu'un. Et en fait, ce patient, je l'ai mobilisé au niveau ostéo-articulaire, puisque donc on est sur une symétrie ici qui est plus importante. Il y a encore une symétrie il y a encore une petite asymétrie, pardon, au niveau des empreintes, mais qui est moins forte qu'avant. Donc on va pouvoir continuer à faire un travail ostéo-articulaire et en plus lui faire porter des semelles. Mais on réglait déjà en partie les soucis en haut. L'avantage et ou l'inconvénient de la posturologie, c'est qu'on est très humble avec ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez faire vous en fonction de votre profession, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Je répète, moi je ne sais pas faire des semelles, je peux comprendre les semelles, savoir ce qu'il faudrait au patient, mais c'est certainement pas moi qui les fais. Pareil pour l'orthopsie, même si je pense savoir ce qui doit être fait, ça n'est certainement pas à moi de le faire. On répète, là c'est d'un point de vue assurance, si vous faites une bêtise et que votre patient comprend mal vos instructions, ça ne se passe pas bien, donc il faut l'envoyer chez un collègue. Alors là, une petite chose un peu différente, c'est chez les enfants. Donc chez les enfants, il y a des différences et il va falloir faire attention dans ce que l'on va faire. Et puis sur les enfants, on va avoir très souvent des jambes courtes. Vous savez que la croissance va se faire alternativement droite-gauche droite-gauche au bas, etc. Donc chez un enfant, c'est pas parce que vous avez une asymétrie qu'il a une jambe courte qu'on va aller lui mettre forcément une semelle tout de suite. Donc, il va falloir faire attention. Il y a des petites choses qu'on apprend dans la formation à voir comment on fait. Donc ici, celui-ci, donc on a une bascule de son pelvis sur son côté gauche et on a une latéralisation ici sur son côté gauche. Donc, mais cette latéralisation, est-ce qu'elle est liée ou pas au membre inférieur? Donc ça, c'est à voir. On met des cales et on regarde un petit peu ce qui se passe. Mais comme sa croissance n'est pas terminée, prudence. Donc là, c'est quand on a utilisé beaucoup de matériel. D'accord? Donc maintenant, on va voir quelques petites choses où on utilise assez peu de matériel, sauf un podoscope. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de posturodynamique, donc qui a été décrite par Villeneuve. Donc Villeneuve est un podologue qui est aussi ostéopathe et qui a déterminé en fait une épreuve excessivement simple, puisqu'en fait on a trois zones de test principale, donc une zone scapulaire, une zone cervicale et une zone pelvienne. On va faire au patient 6 mouvements, donc en fait des inclinaisons droite-gauche, au niveau cervical, droite-gauche, au niveau du tronc droite-gauche et au niveau du bassin droite-gauche. Et on va vérifier ce qui est normal. Donc on va faire on va lui faire des inclinaisons. On va vérifier en plus avec des tests de Romberg, est-ce que ou pas il y a un équilibre, parce que ce qui va nous intéresser avec un Romberg, c'est de voir est-ce qu'on a un problème est-ce qu'on a un problème de proprioception ou est-ce qu'on a un problème central ou quoi que ce soit. On va pouvoir aussi faire alors un peu les marches type l'épreuve de Fukuda ou Mahani et on va vérifier tout ce qui est tonus musculaire avec notamment donc la manœuvre de convergence podale et ici en fait les tests en appui unipodal pour vérifier comment se passent les actions au niveau du bassin, notamment avec des muscles fessiers. Donc,
l'épreuve de posture dynamique qui est ici, on va faire des inclinaisons droite-gauche et on va mettre des croix quand c'est normal ou pas. Et on va faire aussi un test de translation. On va pousser le bassin d'un côté ou de l'autre pour voir ce qui se passe. Donc ça vous rappelle ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc à partir d'une norme, quels sont les capteurs que l'on va aller vérifier, quels sont les blocages que l'on peut avoir. Comment est-ce qu'on trouve un plan de traitement là-dedans? En fait, ce sont les tests positifs, les tests posturaux positifs qui vont guider le traitement. Alors, il s'avère que la cicatrice réactogène, c'est-à-dire quand vous avez un doute sur une cicatrice et qu'on la teste, est une priorité absolue. Si vous ne traitez pas la cicatrice ou si vous ne faites pas traiter la cicatrice, soit par un kiné, un médecin ou autre, vous avez beau faire tout ce que vous voulez derrière, tous les problèmes de vos patients vont revenir. D'accord? Alors, ils vont peut-être pas revenir dans l'heure, mais fatalement, ça va revenir. Fatalement, la cicatrice réactogène, il faudra la traiter. Comme je vous ai écrit tout à l'heure, il s'avère qu'en fait, il n'y a que 1 à 3% des cicatrices qui sont réellement réactogènes. Donc, il n'y a pas le choix. Si vous avez une cicatrice, vous devez la tester. Et c'est le test, donc soit de rotation nucale, soit de manœuvre de convergence podale, et où on peut faire des tests avec des pansements, etc., où aller faire une anesthésie partielle avec un peu de glace sèche ou humide sur la cicatrice pour voir si si elle donne un réflexe ou pas. Si le réflexe est positif, il faut traiter la cicatrice, vous n'avez pas le choix. Les empreintes asymétriques vont aussi imposer le traitement. Donc, si vous avez un patient qui a des empreintes asymétriques, c'est pareil. Si vous voulez vous amuser à faire tout ce que vous voulez à côté, c'est très bien, mais ça ne tiendra pas. Donc, fatalement, chez ce patient-là, il va falloir traiter les pieds de point de vue ostéo-articulaire, mais aussi avec des semelles. Les capteurs céphaliques peuvent être traités en même temps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter et les dents et les yeux en même temps. Ce n'est pas un problème. Par contre, si vous avez un patient qui a donc une chaîne montante et descendante, donc avec des capteurs podaux qui posent problème et des capteurs céphaliques, il va falloir commencer par traiter le capteur podal au moins pendant 6 semaines, d'accord? Et au bout de 6 semaines, refaire un bilan et là vérifier comment ça va. Si ça va mieux, bah, tant mieux, tout est bon, merci, on n'en parle plus. Si les capteurs céphaliques s'expriment encore à ce moment-là, il va falloir les traiter aussi. Donc, on répète, les capteurs céphaliques, donc oculaires et ATM, peuvent être faits en même temps. Par contre, si vous avez une chaîne mixte, montante et descendante, vous devez commencer par le capteur podal. C'est important parce que si vous ne faites pas ça, le patient va être complètement décompensé, désorienté. Donc c'est ce qui a posé problème. Alors là-dedans, quand vous allez recevoir des patients au cabinet et que vous voulez faire des tests en posturologie, parfois vous allez avoir des patients qui vont venir avec des semelles, avec des lunettes et avec un appareil dentaire. Et ils viennent vous voir avec en plus des tas de douleurs. Et ben donc là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de faire des tests posturaux avec tout ça, c'est-à-dire avec tous les adjuvants de votre patient, toutes les aides qu'il a, voir un peu ce qui se passe. Mais s'il a mal, c'est que fatalement, il y a un problème quelque part. Et après, vous êtes obligé de refaire les tests un par un avec chaque aide. Et après, voir si les aides entre elles se compensent ou pas. Donc, ça prend beaucoup de temps quand un patient a et des semelles et un appareil dentaire et des lunettes. Alors, quand je dis appareil dentaire, je parle d'un faux palais ou quoi que ce soit. Il est évident qu'un patient avec des bagues, on ne va pas pouvoir lui enlever. Donc, voilà. Donc, il va falloir prendre tout ça en compte. Alors, on va vous montrer une petite vidéo. En fait, il y a quelques semaines, on avait fait un petit atelier avec une présentation et avec une vidéo. Alors, vous n'allez pas tout voir, mais vous allez voir quelques tests sur justement avec le positionneur et avec le podoscope et le plateau mousse. Donc, c'est pas très long, hein, pour 4-5 minutes. Alors, du coup, il est positionné sur le positionneur et on utilise un petit laser. Le laser, donc, alors, sur des lasers autocentrés, donc, qui se mettent tout seuls, il faut juste vous simplement le centrer sur la ligne au milieu. Donc, il faut que vous soyez vous-même à peu près centré pour mettre le laser. Donc, le patient va lui demander de se positionner comme il peut, le plus possible. Ok. La première chose qu'on lui demande, c'est d'enrouler la tête, de garder les jambes tendues, d'essayer d'aller toucher le sol. Tout bêtement, tranquillement, et de redresser, jambes tendues, donc dérouler la tête tout doucement. Ok. Et il regarde loin devant, au loin, etc. On va voir ce qui se passe. Et donc, nous, on va se mettre derrière et on va essayer d'analyser ce monsieur. Bon, la seule chose qui soit à droite ici, c'est le sol et le laser. Donc, théoriquement, tout doit être bien centré. Ça doit passer équidistant des malléoles, équidistant des genoux.
Le laser doit passer au niveau du pli interfessier, doit faire toutes les épineuses et arriver au milieu. D'accord? Donc, ça vous permet déjà de vérifier est-ce qu'il y a des déviations du laser sur une des cuisses ou pas, et de voir un peu est-ce qu'on est qu'elles sont un peu baissées, on va voir si ça baisse un peu au niveau du pli interfessier, au niveau de toute la colonne. Donc lui, on regarde comment il est, et donc, globalement, on va dire qu'il n'est pas dans la norme, ceux qui sont dans l'axe. Donc vous voyez que la partie haute, c'est décalée vers le côté gauche, d'accord? Et la partie basse est décalée à droite. D'accord? Donc en gros, pour faire simple, il est comme ça et comme ça. D'accord? Il est croisé. D'accord? À peu près? Voilà. C'est tout ce que je sais. Donc ça veut dire que s'il est croisé, il n'y a rien qui est dans l'axe. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui vient du bas et un truc qui vient du haut. On est d'accord? Donc maintenant, je vais faire quoi? Puisqu'il y a un podoscope en face, on va le mettre sur le podoscope. Donc j'allume le machin. Vous grimpez sur le podoscope avec les orteils le plus près possible du bord antérieur. Ok. Donc, même principe, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander, comme tout à l'heure, d'enrouler la tête, de se pencher en avant et de vérifier, hop, garder les jambes bien tendues et de remonter. Hop, voilà. Donc, regardez loin devant. Là, le laser, on s'en fout maintenant de ce qui se passe. Et on regarde ses empreintes. Est-ce qu'il y a une certaine symétrie ou pas? D'accord? Est-ce que ça ressemble? Est-ce que c'est symétrique? Alors, lui, ce que l'on peut voir, il n'appuie pas sur son cinquième orteil à droite et à gauche. Donc, en gros, les orteils, il est comme ça sur les deux. On regarde les empreintes plantaires. Donc, est-ce que ça vous paraît normal, symétrique? Est-ce qu'il semble avoir un pied creux ou est-ce qu'il semble avoir un pied plat, etc. D'accord? Là, les empreintes, pour vous, c'est quoi? C'est symétrique ou pas? C'est relativement symétrique. Alors, on n'est pas à un millimètre près, hein, d'accord? Donc, c'est relativement symétrique. Donc, ça voudrait dire, pour le moment, que le souci vient pas tellement du bas. Donc, on va le faire descendre. Et maintenant, on va le mettre sur le plateau mousse. Là, hop, je vais grimper là-dessus. Vous pouvez regarder là-bas, c'est bien, ce sera plus simple. Donc là, on le met sur un plateau mousse. Donc si je le mets sur un plateau mousse, ça veut dire que j'enlève les afférences inférieures. D'accord? Et donc là, je vais tester le céphalique. Okay. Donc le céphalique, on va pas tester le vestibulo, on va pas s'embêter, on va tester les yeux et ça, enfin, savoir est-ce qu'il a un problème au niveau des yeux ou est-ce qu'il a un problème au niveau des dents. D'accord? Donc je répète, je n'ai pas fait d'anamnèse, rien du tout. Donc la première chose que l'on va faire, comme tout à l'heure, monsieur, vous enroulez la tête, vous penchez en avant, vous gardez les deux pieds, les deux jambes tendues, puis descendez le plus bas possible. Hop, et vous redressez. Okay. Donc ça, en gros, c'est pour déparasiter le système. Tu vois. Et donc maintenant, je vais faire le test. Donc le premier capteur que je vais tester, c'est savoir ses yeux. D'accord? Est-ce que ses yeux ont une influence ou pas? D'accord? Donc, savoir si les yeux ont une influence ou pas, il faut que je spécialise les yeux. Donc, je vais lui demander soit d'ouvrir les yeux, à ce moment les yeux vont être actifs, soit de fermer les yeux sont inactifs. D'accord? Mais pour pas que, en l'occurrence, la bouche m'embête, d'accord, je vais lui demander de laisser la bouche ouverte. D'accord? Donc, monsieur, vous allez garder légèrement la bouche ouverte. D'accord? Moi, je viens vérifier qu'il n'y a pas de tension, etc. Alors, bien sûr, il n'y a pas de mâcher de chewing-gum, etc. D'accord? Et là, on va lui demander, quand je vous le demande, pareil, vous vous penchez en avant, mais avec vos yeux, ici, il y a un petit point bleu, là. D'accord? Avec vos yeux, vous fixez bien ce petit point bleu. D'accord? Vous allez vous descendre là. Quand je vous le demande. Moi, je viens derrière. On vient se mettre comme pour les tests que vous avez l'habitude, TFD, etc. Hop, on repère les deux IPS, on prend le clavicle, on met ici. Il ne faut pas pousser le patient. D'accord? Monsieur, vous gardez les yeux ouverts, la mâchoire desserrée, vous penchez en avant et vous regardez bien le point bleu. On voulait descendre. Et là, je regarde est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend. D'accord? Hop, vous redressez, vous ne bougez pas. Hein. Et donc, le but du jeu, s'il n'y a pas de souci, les deux côtés vont monter de la même façon. S'il y a un problème, ça monte plus d'un côté ou de l'autre. D'accord? Maintenant, on veut savoir est-ce que ces yeux posent problème. Donc maintenant, je vais faire quoi? Je vais zapper les yeux. Monsieur, vous gardez toujours la mâchoire desserrée, on vérifie, vous fermez les yeux. Hop, on vient derrière. Donc là, je n'active rien. On est bien d'accord. Les yeux sont fermés, la bouche est ouverte et pas active. On a fait le test ici. Monsieur, enroulez la tête, penchez en avant au maximum. Donc voilà ce qui se passe. Et là, est-ce que c'est normal ou pas? Là, ça ne bouge pas. OK? C'est identique droite-gauche. Alors que les yeux ne sont pas actifs et les dents ne sont pas actives. D'accord? Ça veut dire que quand je lui fais le test avec les yeux ouverts, ce sont les yeux qui posent un problème. Donc, il a un réflexe oculo-spinal positif. Donc, je sais que ça, c'est positif. Il faudra que je fasse des tests sur ses yeux. D'accord? Maintenant, je ne sais toujours pas si sa bouche, elle embête le monde. Parce que là, j'ai fait les yeux. Donc, maintenant, je vais activer la bouche
Donc voilà en gros ce qui se passe. Donc vous voyez qu'au départ, le patient positionneur sur le laser, on vérifie par rapport à la verticale ce qui se passe. Et ensuite, ben, on active. On vient le mettre sur le podoscope pour vérifier comment sont les empreintes. Donc là, comme c'était une démo rapide, je n'ai pas fait les unipodales, etc. Et ensuite, on va le passer sur le plateau mousse pour aller vérifier, donc en chantant les afférences plantaires, faire un test pour déterminer ce qui va poser problème dans la chaîne descendante. Est-ce que sont les yeux, ou est-ce que sont les dents, ou est-ce que c'est un problème vestibulaire? Donc là, on fait pas tous les tests, il y en a d'autres derrière. Donc là, sur ce premier test-là, à partir du moment où on détermine que les yeux posent problème, puisque le test est positif lorsqu'on lui fait cette flexion, on va venir ensuite tester spécifiquement les yeux, donc faire les tests dont on parlait tout à l'heure, donc la convergence, les muscles oculomoteurs, faire le test de Maddox, le cover test, etc. Mais quoi qu'il en soit, moi je sais déjà là, que ce patient a un souci vis-à-vis de son capteur donc oculaire, donc derrière, il va falloir le renvoyer pour aller faire des tests et une rééducation chez un orthoptiste, voire après l'ophtalmo s'il y a besoin. Donc en fait, on va faire des tas de tests qui vont nous donner l'occasion de tester tel ou tel capteur pour après pouvoir traiter notre patient. Donc vous, en tant qu'ostéo-kiné, vous allez faire très facilement l'ostéo-articulaire, le musculaire, le viscéral, etc. Aussi une partie au niveau de l'ATM, mais il y a des choses à falloir renvoyer ailleurs. Et donc le but étant de voir d'où viendrait le problème enfin le ou les problèmes de votre patient et de pouvoir travailler avec des professionnels pour après soulager votre patient. Et donc, tout au long de la formation, on apprend beaucoup de tests qui vous amènent à faire ça. Alors, juste petite chose, donc là, on utilise le positionneur, le laser, etc. Si on fait la manœuvre de posturostatique, donc décrite par Villeneuve, donc qui est, elle, sans matériel, donc hormis éventuellement un podoscope, on retrouve exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire que vous preniez un patient avec tout le matériel ou que vous prenez un patient sans matériel, si vos tests sont faits correctement, vous allez trouver exactement les mêmes choses. Moi, chez tous mes patients, en fait, je fais un mixte des deux. Parce que c'est ma façon de faire et ça me permet d'être rapide et plus précis. Donc j'utilise un mixte des deux. Et j'utilise parfois, en plus, chez certains patients, une plateforme de stabilométrie. Donc voilà. Donc, euh, Donc voilà, à voir comment ça peut continuer. Voilà, j'en ai fini à Olivier. Alors, Non, merde. il y a juste bibliographie au cas où. Hop là, Ah, bon. voilà, hop là, tac, tac. Voilà, je vous ai mis juste une bibliographie hein, avec certains bouquins et puis les cours de certaines formations, etc.